Cassie se tenait devant sa coiffeuse, fixant son reflet pendant qu'elle accrochait avec soin une broche dorée en forme de cœur sur son chemisier bleu marine. Cela faisait maintenant 5 ans qu'elle était mariée à Olivier, et cette année, elle voulait marquer leur anniversaire d'une manière unique. Depuis des semaines, elle préparait des surprises. Des vœux personnalisés qu'elle avait écrits en secret, ses plats préférés qu'elle avait appris à cuisiner en cachette, et un album souvenir retraçant leur histoire. Mais ce matin-là, Olivier l'avait devancée avec un geste inattendu. « J'ai aussi préparé quelque chose », avait-il annoncé avec son sourire usé. « On va à la mer. J'ai loué un bateau privé. Juste toi et moi. » Les yeux de Cassie s'étaient illuminés. « Tu as fait ça ?» murmura-t-elle en le serrant fort dans ses bras. « Ces derniers temps, tu étais si distant. J'ai cru que tu avais oublié. » Il la serra à son tour, mais ses bras étaient rigides. Elle ne le remarqua pas. Elle ne voyait que l'homme qu'elle aimait encore. Pour elle, ce voyage était un renouveau. Pour Olivier, c'était une conclusion. Arrivée au quai privé, la brise marine caressa les boucles de Cassie, et elle ferma les yeux un instant pour respirer l'air salin. « C'est magnifique », souffla-t-elle, émerveillée par l'horizon doré. Olivier hocha la tête et la guida doucement à bord. Le bateau tangua légèrement. La mer fredonnait son chant discret. Cassie ne vit pas Valérie, vêtue de blanc, assise dans une voiture garée à distance, qui les observait monter à bord. Alors que le bateau s'éloignait, Olivier servit du vin. « À nous », lança-t-elle en levant son verre. « À un nouveau départ. » Ils échangèrent un sourire, timide mais sincère, et trinquèrent. Pendant un long moment, elle parla sans s'arrêter. De leur premier rendez-vous, du rire d'Olivier qui lui manquait, et de son envie d'avoir un enfant bientôt. Olivier acquiesçait sans réellement écouter. Son esprit était ailleurs, calculateur. « Viens au bord », dit-il à l'approche du coucher de soleil. « On pourrait prendre une photo avec la lumière derrière nous. » Cassie éclata de rire, repoussant ses cheveux. « Tu veux à nouveau des photos avec moi ?» plaisanta-t-elle. Elle s'approcha du bord, bras ouverts, cœur débordant. Il se plaça derrière elle. Et pendant une seconde, le monde s'arrêta. Puis, en un seul geste, tout bascula. Le cri de Cassie déchira l'air. Son corps heurta violemment l'eau. Olivier recula, haletant. L'océan engloutit sa femme sans un bruit. Avec un calme glacial, il jeta son écharpe après elle. « Adieu, Cassie », murmura-t-il, avant de retourner seul sur le pont. Les vagues s'écrasaient doucement contre la coque du bateau, comme si elles ignoraient le silence pesant qui venait de s'abattre sur le pont. Olivier restait figé, les yeux rivés à l'endroit où Cassie avait disparu. Son cri n'avait été qu'un écho éphémère, vite étouffé par le grondement de la mer et le vide immense autour d'eux. Il ne jeta pas de bouée. Il ne cria pas son nom. À la place, il sortit son téléphone, inspira profondément, puis composa un numéro. « Ici le capitaine Olivier », dit-il d'une voix tremblante. « Ma femme, elle a glissé, elle est tombée par-dessus bord. » Il laissa sa voix se briser, tomba à genoux, agrippant le rebord du bateau. Mais aucune larme ne coula. Juste un silence maîtrisé, un jeu bien rodé, et le tic-tac discret de sa montre luxueuse. Quelque part, loin de là, Cassie luttait contre les eaux. Ses bras battaient désespérément, mais sa voix s'était éteinte. Sa vue était brouillée. Son cœur était brisé bien avant que son corps ne touche l'océan. Sur la côte, Valérie attendait dans la villa qu'Olivier avait discrètement louée à son nom. Quand l'appel arriva, elle sourit en servant un verre de vin. « C'est fait ?» demanda-t-elle. La voix d'Olivier, basse et dure, résonna au téléphone. Elle est partie. Personne n'a vu. Aucune caméra. Rien. Les talons de Valérie claquèrent contre le sol en marbre pendant qu'elle se tournait vers la grande baille vitrée. Alors, maintenant, il ne reste plus que nous, souffla-t-elle. Sur le bateau, Olivier répétait son scénario. Il desserra sa chemise, décoiffa ses cheveux et s'exerça à paraître paniqué dans le reflet de son verre de vin. Quand les gardes-côtes arrivèrent 30 minutes plus tard, il s'effondra dans leurs bras, théâtral. « Elle a glissé !» cria-t-il. Elle s'est approchée trop près du bord. Je lui ai dit de faire attention. Les recherches durèrent jusqu'au crépuscule. Mais tout ce qu'ils retrouvèrent, ce fut l'écharpe de Cassie, flottant seule à la surface. « Il y a peut-être encore de l'espoir », dit un officier. Olivier hocha la tête, les mâchoires serrées. Mais dans son cœur, il savait déjà. Cassie ne reviendrait pas. Du moins, pas comme il l'imaginait. La disparition de Cassie fit rapidement la une des journaux. En moins de 48 heures, tous les médias relayaient l'affaire. Une chef d'entreprise disparue en mer, drame conjugal, accident tragique. Olivier, vêtu de noir, s'assit face aux caméras. Son regard semblait éteint, ses yeux rougis par des larmes forcées.
C'était l'amour de ma vie, dit-il d'une voix rauque, tenant d'une main une photo de Cassie, de l'autre son écharpe. On avait des projets. Elle voulait des enfants. La nation pleura avec lui. Les voisins apportaient des plats. Les amis récitaient des prières. Des inconnus allumaient des bougies. Mais aucun ne savait que, sous sa veste sombre, son téléphone vibrait sans cesse avec les messages de Valérie. Bientôt, écrivait-elle, tu seras enfin libre. Olivier jouait le rôle du veuf à la perfection. Trop bien, même. Ses sanglots lors de la veillée émouvaient. Son silence au mémorial inspirait la compassion. Mais dans l'ombre de leur chambre, là où Cassie dormait autrefois, il dormait désormais avec Valérie. Il me croit, murmura-t-il contre sa peau. Ils y croient vraiment. Valérie s'était installée dans la maison de Cassie en moins de 3 semaines, sous prétexte d'apporter du soutien. La mère de Cassie, encore sonnée par le choc, l'avait accueillie à bras ouverts. Cassie t'aimait comme une sœur, lui dit-elle. Valérie répondit avec un léger sourire. Et moi, je l'adorais. Mais seule, elle déambulait pieds nus dans la maison, ouvrait les tiroirs, essayait les bijoux, s'allongeait sur le lit que Cassie faisait chaque matin. Tout ça aurait dû m'appartenir depuis longtemps, murmura-t-elle un soir, pendant qu'Olivier déboutonnait sa chemise. Mais Olivier n'était plus le même. Les cernes sous ses yeux s'épaississaient. L'alcool persistait dans son haleine. Ce n'était plus la culpabilité qui frappait à sa porte. C'était la terreur qui la défonçait. Je l'ai fait pour nous, souffla-t-il un soir, le regard figé sur un portrait de Cassie. Valérie leva les yeux au ciel. Tu l'as fait pour être libre. Alors agis comme tel. Mais Olivier ne dormait plus. Dans ses rêves, il entendait les vagues. Dans les miroirs, il voyait le visage de Cassie. Et dans le silence de la nuit, il percevait un bruit plus effrayant que des cris. Le vide. Jonathan se tenait discrètement à l'arrière de l'église, les mains jointes devant lui, observant la cérémonie en hommage à Cassie. Il n'avait pas pleuré. Non pas parce qu'il ne souffrait pas, mais parce qu'il ne croyait pas à cette histoire. Quelque chose clochait. Il connaissait Olivier depuis l'enfance. Il l'avait toujours trouvé ambitieux, oui. Mais d'où? Jamais. Et Valérie? Elle ne faisait même pas semblant d'être discrète. Jonathan les avait surpris, quelques mois plus tôt, en train de chuchoter dans un coin. Beaucoup trop proche pour n'être qu'amis. Il n'avait rien dit, à l'époque. Mais aujourd'hui, en voyant Valérie serrer le bras d'Olivier pendant que le prêtre priait pour l'âme de Cassie, un nœud se forma dans son ventre. Elle n'aimait pas la mer, murmura-t-il pour lui-même. Pourquoi aurait-elle accepté une sortie en bateau? Après la cérémonie, il s'approcha lentement d'Olivier. Si je peux faire quoi que ce soit, dit-il. Olivier hocha la tête trop rapidement. On essaie juste de tenir, mec. Mais les yeux de Jonathan ne quittaient pas Valérie. Ses doigts, eux, ne relâchaient jamais ceux d'Olivier. Pendant ce temps, à des kilomètres de Lagos, le monde restait silencieux. Dans une petite cabane de pêcheurs, au bord d'une côte oubliée, une jeune femme gisait, inconsciente. Son dos était couvert de bleu. Ses doigts agrippaient encore un morceau de bois flottant. Et à son annulaire, une bague de mariage enserrait encore sa peau gonflée. Ed et Cuny, 2 pêcheurs du coin, l'avaient trouvée échouée, agrippée à la planche comme à la vie elle-même. Elle n'est pas d'ici, chuchota Cuny, en la déposant sur une natte. Mais elle n'est pas morte non plus, répondit Ed, admiratif devant le souffle faible qui faisait encore monter et descendre sa poitrine. Ils la confièrent à la guérisseuse du village, une vieille femme qu'on appelait Maman Hérette. Cheveux gris, regard calme, geste sûr. Elle l'examina longuement, murmura. La mère a essayé de la prendre, mais elle a échoué. Voyons si elle veut encore vivre. Pendant des jours, la femme resta dans un sommeil sans rêve. Mais ses doigts bougeaient. Ses lèvres murmuraient un nom. Et un soir, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Vif. Perdu. Affolé. Qui suis-je? Souffla-t-elle. Mais dans cette pièce, personne ne connaissait encore la réponse. Les jours se confondaient dans la petite maison de Maman Hérette. L'air portait toujours l'odeur du beurre de karité et des herbes brûlées. La jeune femme, toujours sans souvenir, restait allongée sur un vieux matelas recouvert d'un pagne fané. Chaque fois qu'elle entendait le fracas des vagues, ses yeux se remplissaient de peur. « On t'a trouvée à moitié morte », lui avait dit Maman Hérette en lui appliquant une pommade sur les bras. « La mère t'a recraché. Ça veut dire que ton histoire n'est pas finie. » Mais la nuit, elle se réveillait en hurlant, suffocant, comme si ses poumons étaient encore pleins d'eau salée. Et à chaque fois, Maman Hérette s'asseyait près d'elle. « Doucement, ma fille. Respire. Tu es en sécurité ici. » Elle s'agrippait alors à cette voix plus qu'à n'importe quel nom. Car le sien restait perdu. « Qui suis-je » demandait-elle souvent. Mais toujours,
Elle finissait par secouer la tête, les lèvres tremblantes. Avec le temps, ses blessures physiques guérirent plus vite que le vide dans sa mémoire. Elle se mit à aider maman Hérette. Elle pilait des plantes, balayait la cour, ses gestes guidés par une mémoire du corps qu'elle ne comprenait pas. Parfois, elle fixait longuement ses propres mains, observant la bague qui refusait de quitter son doigt. Un mari, remarqua un jour maman Hérette. Peut-être que tu étais une épouse. La jeune femme toucha la bague, puis son ventre. J'ai un vide en moi, chuchota-t-elle. Comme si j'avais perdu quelqu'un. La nuit, elle gribouillait sur des morceaux de papier. Des formes de bateaux, des yeux, des lèvres, le dos d'un homme. Ta mémoire est comme une pièce fermée de l'intérieur, lui dit un soir maman Hérette. Quand tu seras prête, la porte s'ouvrira. Un soir, elle marcha seule jusqu'au rivage. Les pieds nus dans le sable mouillé, elle regarda le soleil se coucher. Je ne sais pas qui je suis, mais j'ai survécu, murmura-t-elle. Derrière elle, la voix douce de maman Hérette s'éleva. Pour l'instant, on t'appellera Ariana. Et Ariana apprit à vivre avec ce nouveau nom, comme on apprendrait à porter une nouvelle peau. D'abord maladroitement, puis avec une étrange familiarité. Ariana s'habitua peu à peu à sa nouvelle identité, comme on s'habitue à une seconde peau. C'était étrange au début, mais apaisant, comme une couverture dans l'obscurité. La vie dans ce petit village côtier était simple, presque réparatrice. Elle apprit à cuisiner au feu de bois, à extraire de l'huile de palme à main nue, à rire doucement avec les femmes du marché, qui la taquinaient pour sa beauté et son silence inhabituel. Mais malgré les sourires, une douleur restait tapie au fond d'elle. Une douleur qui se ravivait avec chaque cycle de lune. Elle se surprenait parfois à fixer de petits souliers pour enfants dans les étals du marché, la poitrine oppressée sans comprendre pourquoi. Un jour, alors qu'elle passait devant un miroir dans une boutique en bord de route, elle s'arrêta net. Ses yeux. Quelque chose dans ses propres yeux la fit reculer d'un pas. « N'aie pas peur de toi-même », lui dit maman Hérette en posant une main rassurante sur son épaule. « Tu es bien plus que ce que tu as oublié. » Les cauchemars, eux, ne la quittaient jamais. Dans ses rêves, Ariana était toujours sur un bateau. Les bras tendus. Puis soudain, le froid. Une main qui pousse. Et la trahison, plus lourde que la mer. Elle se réveillait en sursaut, en larmes, le souffle court. « J'ai l'impression d'avoir aimé quelqu'un. Et qu'il a essayé de me tuer, confia-t-elle un jour à maman Hérette. La vieille femme l'observa longuement. L'amour ne rime pas toujours avec tendresse, murmura-t-elle. Ariana acquiesça lentement. Les mois passèrent. Le mur d'une des pièces de la maison de maman Hérette se couvrit des dessins d'Ariana. Des montres luxueuses, une villa somptueuse, une femme aux pommettes saillantes. Tu as été quelqu'un, dit un après-midi maman Hérette en regardant les esquisses. Quelqu'un qui a vécu une vie bien différente de celle-ci. Ariana regarda ses doigts tachés d'encre. Il faut que je me souvienne, murmura-t-elle. Pas seulement pour moi, mais pour ceux que j'ai peut-être laissés derrière moi. Il n'y eut pas de réponse. Juste le vent dans les arbres. Un vent qui ressemblait plus à une voix qu'à une brise. Comme si le passé lui murmurait. À Lagos, Valérie arpentait les couloirs immenses de la villa qu'on appelait autrefois la maison de Cassie. Elle l'avait transformée à son image. Des miroirs dorés avaient remplacé les portraits de famille. Des rideaux de velours couvraient les fenêtres jadis ornées de coton doux. Même l'odeur avait changé. Fini la vanille chaleureuse. À présent, un parfum fleuri et tranchant imprégnait l'air. « C'est chez moi maintenant », murmurait Valérie, assise dans l'ancien fauteuil préféré de Cassie. Tout ce qui lui appartenait est à moi. Mais derrière ce luxe, son bonheur s'effritait. Sa grossesse, autrefois son lien sacré avec Olivier, commençait à lui échapper. Olivier s'éloignait à nouveau. Ses nuits étaient plus longues. Son souffle sentait l'alcool. « Tu m'avais promis l'éternité », cria-t-elle un soir, en le voyant rentrer ivre. « Tu avais dit qu'on serait heureux une fois qu'elle ne serait plus là. » Olivier s'appuya contre l'encadrement de la porte, silencieux. Les yeux rouges. Le visage vidé. « Je ne dors plus », murmura-t-il. « J'entends sa voix. Je vois son visage dans l'eau du bain. » Valérie recula, glacée. « Elle est morte, Olivier. » Il éclata d'un rire amer. « Alors pourquoi j'ai l'impression qu'elle ne l'est pas ?» Cette nuit-là, Valérie se recroquevilla dans leur lit, les mains sur son ventre douloureux. Sur le balcon, Olivier enchaînait les cigarettes. Dehors, les ombres semblaient bouger trop vite. 2 semaines plus tard, le bébé n'était plus. Elle s'effondra à table, sans un mot. Le médecin parla de stress. Olivier ne dit rien. Il ne la soutint pas à l'hôpital. Il évita son regard. Quand elle rentra, elle trouva la robe de mariée de Cassie, fourrée dans un sac poubelle dans le couloir.
Je ne veux plus voir son visage, marmonna Olivier en passant. Mais ce n'était pas son image qui le hantait. C'était ce qu'elle avait laissé derrière elle, le silence. Un silence si lourd qu'il résonnait dans chaque pièce. Pendant ce temps, Ariana était assise sur les marches de la maison de maman Hérette, en train d'éplucher des haricots. Quand soudain, elle s'arrêta. L'odeur de la mer, forte et salée ce matin-là, déclencha quelque chose. Son souffle se coupa. Sans s'en rendre compte, elle traça des formes dans la poussière avec son doigt. Un cercle. Un carré. Puis, un visage. Les yeux d'un homme. Intense. Froid. Calculateur. Ses mains tremblèrent. Maman, souffla-t-elle. Il y a un homme. Je crois qu'il m'a poussé. Je l'ai vu. Maman Hérette s'approcha lentement, s'agenouilla à ses côtés. Que vois-tu d'autre? Demanda-t-elle doucement. Ariana toucha sa bague. Je me souviens de sa main. Elle portait la même bague. Il a souri, quand il l'a fait. Cette nuit-là, les cauchemars furent plus violents que jamais. Ariana se réveilla en sursaut. Il m'a laissé là, sanglota-t-elle. Il voulait que je meure. Maman Hérette s'assit à ses côtés et déposa une boîte en bois sur ses genoux. Dedans, l'écharpe trouvée avec elle, la bague, et un médaillon contenant une vieille photo de mariage. Un homme. Une femme. Un sourire figé dans le temps. Ariana resta figée. C'est moi, dit-elle enfin, les larmes coulant librement. Je m'appelle Cassie. Le nom avait un goût à la fois lointain et familier. Elle pleura, non à cause du souvenir, mais à cause de tout ce qu'elle avait perdu. Il m'a trahi, murmura-t-elle, la voix vide. Et le monde croit que je suis morte. Maman Hérette lui prit la main. Alors peut-être que le monde doit apprendre que ce n'est pas le cas. Cassie referma la boîte. Elle inspira profondément. Pas encore. Je veux d'abord connaître toute la vérité. Ensuite, je déciderai ce qu'ils ont le droit de savoir. Olivier ajustait son col devant le miroir de son nouveau bureau. Un bureau qui, 3 ans plus tôt, portait encore la plaque du nom de Cassie. Par des documents falsifiés et un vote discret du conseil d'administration, il avait absorbé son entreprise dans ses propres opérations. La presse l'appelait désormais visionnaire, génie veuf devenu magnate. Mais derrière ces titres glorieux se cachait une vérité bien plus sombre. Les finances de l'entreprise étaient instables. Les fournisseurs menaçaient de rompre les contrats. Les employés démissionnaient en masse. Même Valérie, jadis si fière et confiante, passait désormais ses journées à tourner en rond dans le salon, anxieuse. « Pourquoi tu regardes toujours derrière toi » demanda-t-elle un matin, bras croisés. Olivier ne répondit pas. Il avait commencé à recevoir des emails anonymes. De simples lignes. Terrifiantes dans leur simplicité. « Tu as enterré plus qu'un corps. » Ce sont juste des jeux, dit Valérie en haussant les épaules. Ignore-les. Mais Olivier ne pouvait pas. Au fond de lui, il craignait que ce ne soit pas qu'un jeu. Il craignait que ce soit elle. Pendant ce temps, Jonathan, assis dans son bureau, épluchait les comptes de l'entreprise d'Olivier. Quelque chose clochait. Certains contrats avaient été signés avant la disparition de Cassie. Et les signatures, trop parfaites. Trop propres. Puis, une photo apparut sur son écran. Olivier et Valérie, bras dessus bras dessous, riant dans une station balnéaire. Une semaine avant la mort de Cassie. La date ne mentait pas. Jonathan se pencha en arrière, la mâchoire serrée. « Tu pensais vraiment nous avoir tous trompés » murmura-t-il. Il se mit à enquêter discrètement. Il interrogea d'anciens collègues, pressa l'avocat chargé de la succession de Cassie. Et plus il creusait, plus ses soupçons devenaient des certitudes. Olivier ne s'était pas simplement reconstruit. Il avait tout planifié. « Si Cassie est vivante, » murmura Jonathan, « elle réduira ce mensonge en cendres. » Et quelque part, dans un petit atelier près de la mer, Cassie esquissait au crayon le plan exact du bureau d'Olivier. De mémoire. Elle leva les yeux et murmura. « C'est exactement ce que je compte faire. » Le soleil se levait sur Lagos, illuminant la ville encore ensommeillée. Une nouvelle veillée était organisée, cette fois pour honorer officiellement la mémoire de Cassie. Son nom avait été gravé sur une stèle de marbre. Sa photo, encadrée de fleurs fanées, trônait près d'un autel sans corps. Pour tous ceux présents, c'était une fin. Olivier se tenait devant l'assemblée, vêtu de noir, tenant un discours soigneusement écrit. Sa voix tremblait. Elle était une lumière dans un monde sombre. Je porterai sa mémoire pour toujours. Certains hochaient la tête, les yeux humides. D'autres, silencieux, l'écoutaient avec gravité. Derrière lui, Valérie, vêtue d'élégance discrète, portait un voile noir. On la surnommait déjà la veuve de l'ombre. Mais quand Olivier descendit de l'estrade,
Une voix discrète le stoppa. Tu n'as même pas mentionné comment elle est morte, murmura Jonathan. Olivier se figea, mais continua son chemin. À des kilomètres de là, dans la quiétude de la hutte de maman Hérette, Cassie regardait son propre enterrement sur l'écran fissuré d'une tablette. Ses doigts serraient le bord de la table. Il n'a pas pleuré, dit-elle, d'un ton plat. Pas une seule fois. Maman Hérette, assise près d'elle, ne disait rien. Il s'est tenu sur une scène. Il s'est fait passer pour la victime. Il m'a enterré avec un sourire. Sa voix se glaça. Ils l'applaudissent. Elle repoussa la tablette et se leva lentement. Il pense que je me suis noyée. Que je suis partie. Elle tourna la tête vers maman Hérette, les yeux chargés d'une détermination nouvelle. Mais il a commis une erreur. Laquelle, mon enfant? Demanda doucement la vieille femme. Il m'a laissé en vie. Cette nuit-là, Cassie déroula tous les documents qu'elle avait redessinés de mémoire. Contrat, contact, code de sécurité. Elle alluma une lanterne, s'installa à sa table de fortune, et souffla. S'il voulait ma mort, alors je vais lui faire regretter d'avoir échoué. Le lendemain, devant un miroir poussiéreux d'une maison d'hôte en périphérie de Lagos, Cassie contempla son reflet. Ses cheveux étaient plus fournis. Sa peau portait la trace du soleil et de la vie rustique. Mais c'étaient ses yeux qui avaient changé. Ils n'étaient plus brisés. Ils étaient affûtés. Déterminés. Elle tenait un vieux coupure de journal entre ses mains. Le veuf visionnaire Olivier Olanavou. La douleur de la perte reste insupportable. Sur la photo, Olivier et Valérie, souriant à un gala. Cassie serra la feuille. Tu m'as enterré sous des mensonges, murmura-t-elle. À mon tour maintenant, de déterrer la vérité. Derrière elle, le miroir ne reflétait plus une femme détruite, mais une femme renaissante. Elle ouvrit le médaillon que maman Hérette avait dissimulé parmi ses affaires. À l'intérieur, la photo de son père. L'homme qui lui avait appris à observer avant de faire confiance. À se battre dans le silence. Et à frapper quand personne ne s'y attendait. Elle avait grandi en analysant les gens. Mais Olivier avait franchi ses défenses. Plus jamais, souffla-t-elle. Elle attacha ses cheveux en un chignon strict, appliqua un rouge à lèvres écarlate pour la première fois depuis des années, puis enfila un tailleur bleu marine. Tu voulais m'effacer, dit-elle à son reflet. Mais je vais m'imposer dans chaque titre, chaque procès, chaque miroir brisé. Elle se redressa. Cassie est morte. Tu vas faire connaissance avec Ariana. Et elle ne pardonne pas. Ariana arriva à Lagos comme une ombre portée par un but. Elle pénétra dans un monde qui avait autrefois été le sien, désormais infesté de mensonges, de trahisons et de faux-semblants. Mais elle avait changé. Fini les robes à fleurs, les couleurs tendres. Elle portait désormais des tailleurs structurés, du rouge mat sur les lèvres, et une assurance glacée qui attirait les regards, sans jamais inviter au contact. Elle loua un pantouse en centre-ville, sous une nouvelle identité. Miss Ariana Cole. Une identité créée de toutes pièces, grâce à des fragments rassemblés pendant des mois. Personne ne se doutait que la femme qui allait bientôt s'asseoir dans la salle de réunion la plus prestigieuse de Lagos était celle qu'il croyait enterrée depuis 3 ans. « Vous avez étudié le droit à l'étranger » demanda la responsable RH du cabinet de conseil juridique. Ariana sourit légèrement. « J'ai survécu à bien pire qu'une salle d'audience » répondit-elle d'un ton maîtrisé. Une semaine plus tard, elle fut engagée comme consultante privée. Ironie du sort, le cabinet qui l'avait recrutée était le même qui gérait les fusions d'entreprises d'Olivier. Son premier jour dans les bureaux vitrés du 15e étage fut comme marcher sur des cendres, avec une allumette à la main. Elle passa devant l'accueil où, autrefois, elle envoyait des déjeuners à Olivier. Aujourd'hui, elle arrivait avec des dossiers confidentiels. Elle refusa poliment l'eau qu'on lui proposait. « Reste concentrée » se murmura-t-elle. Son premier dossier concernait les contrats de fusion de sociétés. Et certains menaient directement à l'entreprise d'Olivier. Le soir venu, dans le calme de son appartement, elle éplucha des registres anciens qu'elle avait mémorisés, recoupant chaque information avec les transactions récentes. Il blanchit de l'argent à travers des contrats fictifs, grogna-t-elle en prenant des notes. Soudain, son téléphone vibra. Un email sans expéditeur. Objet, on sait qui tu es. Elle resta figée. Puis, un sourire. Qu'ils regardent, souffla-t-elle. Ils ne me verront pas venir. Dans cette ville qu'il avait pleuré, Ariana n'était pas revenue pour être applaudie. Elle était revenue pour la vérité. Et pour la première fois depuis 3 ans, la vérité portait des talons et un plan. Jonathan était assis dans son bureau lorsqu'un nouveau mail fit vibrer son écran. Il ouvrit le message. Un nouveau consultant a été assigné au dossier, Ariana Cole. Le nom ne lui disait rien, mais la photo d'identification jointe. Il agrandit l'image.
Il reconnut aussitôt ses pommettes. La façon dont ses yeux se plissaient légèrement. La mâchoire qu'il avait vue se tendre 1000 fois lors de dîner chez Cassie. Impossible, murmura-t-il. Il essaya de se convaincre que c'était une coïncidence. Une ressemblance étrange. Mais quand elle entra dans la salle de réunion ce jour-là, droite, impassible, précise, il le sut. Cassie. Ou quelqu'un qui avait appris à être elle trop parfaitement. Il sentit sa respiration se couper. Ses paumes devinrent moites. Quand elle croisa brièvement son regard, il n'y eut aucune reconnaissance. Mais dans son ventre, son instinct hurlait. Plus tard dans la soirée, il attendit dans le parking souterrain du bâtiment. Ariana sortit de l'ascenseur, silhouette droite, démarche contrôlée. Elle ouvrit la portière de son SUV noir. Ariana, appela-t-il, hésitant. Elle se retourna lentement. Son visage restait fermé. Oui, vous me semblez familier, dit-elle, un sourire léger sur les lèvres. Les gens disent ça quand ils ne savent pas quoi dire. Tu sais qui je suis? Demanda-t-il. Elle inclina la tête. Devrais-je? Jonathan fit un pas. Cassie ne serait jamais partie sans se battre. Et si c'est toi, alors tu es revenu pour ça. Son visage ne bougea pas. Mais une chose brilla brièvement dans ses yeux. Du chagrin. De la colère. Une tempête enfouie. Elle tourna le dos. Laisse les fantômes en paix, monsieur Jonathan. Mais avant d'entrer dans la voiture, elle murmura sans se retourner. Certains fantômes ne viennent pas pour dormir. Ils viennent pour hanter. Jonathan resta là, figé. Il n'y avait plus de doute. Elle était de retour. Et tout le monde allait le payer. Valérie était assise devant sa coiffeuse. Ses ongles parfaitement vernis tapotaient nerveusement sur le verre. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme élégante. Parfaite. Mais vide. Depuis des jours, Olivier l'évitait. Il ne la regardait plus. Il ne la touchait plus. Pourtant, elle avait tout, la maison, la voiture, le mariage. Et pourtant, rien ne réchauffait cette victoire. Tu me vois encore? Cracha-t-elle un soir, alors qu'Olivier passa devant elle sans un mot. Il s'arrêta, détacha sa cravate lentement. Je vois les conséquences de mes erreurs, répondit-il simplement. Valérie cligna des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne répondit pas. Cette nuit-là, Valérie erra dans la maison comme une bête en cage. Ses pas la conduisirent jusqu'à l'atelier d'art de Cassie, fermé depuis l'accident. Elle ouvrit la porte. La pièce n'avait pas bougé. Une toile inachevée sur un chevalet. Un autoportrait de Cassie. Valérie recula d'un pas. L'air semblait y respirer encore. Le matin suivant, elle tenta d'ignorer le malaise. Mais une notification surgit sur son ordinateur. Un message non signé. Certaines femmes hantent sans mourir. Elle sursauta, claqua l'ordinateur. Ses yeux cherchèrent Olivier. Il était là, au petit déjeuner, silencieux, fixant ses rapports financiers. « Tu me caches quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il leva lentement les yeux. « Non, Valérie. Je n'ai juste plus rien à te donner. » Elle serra les poings. Depuis la fausse couche, tout s'effondrait. Et une question revenait sans cesse. Et si Cassie avait été enceinte, elle aussi? Des rumeurs qu'elle avait autrefois écartées, mais qui, désormais, hurlaient dans son esprit. Valérie commença à surveiller les appels d'Olivier. Ses messages. Son historique. À chaque numéro masqué, chaque message supprimé, son estomac se tordait. Un soir, seule dans le jardin, elle regardait les vagues à l'horizon. « J'ai gagné » murmura-t-elle amèrement. « Alors pourquoi ai-je l'impression d'avoir tout perdu ?» Olivier, lui, rentra tard au bureau, vidé. Il ouvrit son tiroir pour prendre un stylo. Et trouva une enveloppe. Sans adresse. Juste un nom écrit en lettres majuscules soignées. À l'homme qui a nourri la mère. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Un seul message. Une seule phrase. Toutes les épouses mortes ne le restent pas. Il pâlit. Se leva d'un bond. Chercha une caméra. Un témoin. Qui a mis ça ici? Hurla-t-il dans l'interphone. Aucune réponse. Les caméras de surveillance affichaient un vide de 2 heures. C'est un mauvais jeu, marmonna-t-il. Il enferma l'enveloppe dans un tiroir. Mais ses mains ne cessaient de trembler. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il s'assit sur le bord du lit. Valérie dormait à côté, respirant doucement. Il entendait un robinet goutter dans la salle de bain. Mais chaque goutte sonnait comme une vague. Il alla dans la cuisine, versa un whisky. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. Il décrocha. Allô? Silence. Puis une voix, basse. Tranchante. Tu aurais dû t'assurer que je me noie. La ligne se coupa. Olivier lâcha le téléphone, le souffle court. Non.
Non, elle est morte. Mais il courut au balcon. Fixa l'obscurité. Quelque chose bougeait, ou peut-être rien. Mais pour la première fois depuis la disparition de Cassie, il comprit. Le secret qu'il avait jeté à la mer remontait. Et cette fois, pas pour supplier, mais pour détruire. Loin du tumulte de Lagos, dans la cour paisible de leur refuge côtier, Cassie était assise à l'ombre d'un manguier. Son regard restait figé sur une vieille couverture qu'elle serrait entre ses mains. Le soleil de l'après-midi dessinait des motifs doux à travers les feuilles. Et maman Hérette, assise à ses côtés, gardait le silence. « J'ai besoin de savoir, » dit Cassie, d'une voix à peine audible. « Même ce qui pourrait me briser. » Maman Hérette hocha lentement la tête, puis se leva. Elle disparut dans sa hutte quelques instants. Et en ressortit avec un petit panier tressé. Elle s'assit, les yeux pleins d'une mémoire lourde. 3 jours après que la mère t'a rejeté, tu as accouché. Cassie leva les yeux, choquée. Maman Hérette déplia un tissu bleu pâle. Dedans, une photo. Une lettre manuscrite. Tu étais inconsciente. Le bébé a été confié à ma cousine, dans la ville voisine. Je ne savais pas si tu allais survivre. Et je ne voulais pas le perdre lui aussi. Cassie regarda la photo. Un petit garçon aux joues rondes, avec un léger creux au menton. Le même qu'elle avait enfant. Ses mains tremblaient. Ses lèvres s'ouvrirent en silence. « Il est vivant » chuchota-t-elle. « Mon fils, il a survécu » « Oui » répondit maman Hérette, la voix brisée. « Il s'appelle Eliane. Il a eu 3 ans le mois dernier. » Cassie posa une main sur la photo. « Il ne connaît même pas mon visage. » Ses larmes tombèrent sans bruit. J'ai manqué son premier sourire. Son premier mot. Ses premiers pas. La douleur était plus aiguë que tout ce qu'elle avait connu. Plus forte que la trahison. Plus cruelle que la noyade. « Pourquoi tu ne m'as rien dit » demanda-t-elle. Pas avec colère. Avec désespoir. Maman Hérette posa doucement une main sur son épaule. « Parce que tu n'étais pas encore assez forte. Mais maintenant tu l'es. » Cassie se leva, le dos droit. « Je vais le retrouver. Mais pas pour l'emmener dans une vie brisée. D'abord, je vais réparer ce qu'on m'a volé. Et ensuite, je le ramènerai dans un foyer digne de lui. » Et dans ses yeux, cette fois, ce n'était plus la douleur qui brillait. C'était un feu nouveau. Pas seulement celui de la vengeance, mais celui de l'héritage. La première fois que Cassie vit Eliane. Il courait pieds nus après un papillon, au milieu d'un jardin ensoleillé. Son rire résonnait entre les arbres. Cassie se tenait derrière une haie, figée. Son cœur s'effondrait. Il était plus grand qu'elle ne l'imaginait. Ses cheveux bouclés. Ses fossettes, les siennes. Elle porta une main à sa bouche pour ne pas crier. « Il te ressemble tellement » murmura maman Hérette, debout à ses côtés. « Il est en bonne santé. Il est heureux. » Cassie ne bougea pas. C'était la seule partie d'elle que la trahison n'avait pas emportée. La seule chose qu'il avait attendue, sans le savoir. Quand l'enfant se tourna et cria « Tata Temi, regarde !» à la femme qui le surveillait, Cassie recula. « Il ne connaît pas ma voix. Il ne sait pas que je suis sa mère. » Ce soir-là, elles l'observèrent dessiner sur la terrasse, des crayons entre les doigts. Cassie serra les poings pour ne pas courir vers lui. « Ce n'est pas encore le moment » murmura maman Hérette. « Tu l'auras. Mais fais-le bien. Si tu précipites les choses, tu risques de le perdre à nouveau. » Cassie acquiesça, les yeux brûlants. « Je veux qu'il me connaisse. Pas comme une étrangère. Mais comme sa mère. Pas juste la femme revenue. Mais la femme qui s'est battue pour revenir. » Elle le regarda lever fièrement ses bras, triomphant après avoir fini son dessin. « Personne ne me le prendra plus jamais » murmura-t-elle à voix basse. Puis elle se tourna pour partir. Et Eliane leva les yeux. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Dans ceux de l'enfant, la curiosité. Dans ceux de Cassie, des larmes. Il inclina la tête. « Ne dis rien. » Et Cassie chuchota. « Bientôt, mon fils. Très bientôt. » Dans le sous-sol silencieux du cabinet juridique, Jonathan attendait près d'un pilier, les bras croisés. Quand l'ascenseur s'ouvrit, Cassie ou plutôt Ariana en sortit, droite et inébranlable. « On doit parler » dit-il fermement en se plaçant sur son chemin. Elle s'arrêta. Aucune peur dans son regard. « Si c'est à propos du rapport trimestriel, prenez rendez-vous comme tout le monde » répondit-elle froidement. Il s'approcha, son regard grave. « Je sais qui tu es. » Elle resta un instant immobile. « Vous vous trompez. »« Ne m'insulte pas, Cassie, » répondit-il. « Je te connais depuis bien avant qu'Olivier touche son premier salaire. Tu crois que je ne reconnaîtrai pas ta démarche? Tes silences? Tes yeux ?» Cassie inspira profondément. Puis sa voix s'adoucit, sans perdre sa fermeté. « Alors tu sais que je ne devrais pas être ici.
Tu sais ce qu'il m'a fait. Pourquoi tu me confrontes? Que veux-tu? Jonathan la regarda, la gorge nouée. T'aider. Dans sa voiture, ils s'assirent. Vitres fermées. Tension épaisse. La voix de Cassie tremblait. Il m'a laissé mourir. Elle était là. Valérie. Elle m'a regardé, sans rien faire. Elle détourna le regard. Ils m'ont pris ma maison, mon nom, mon entreprise, mon fils. Jonathan sursauta. Tu avais un enfant? Elle hocha la tête. Un garçon. Il est vivant. Il ne me connaît pas encore. Mais il le saura bientôt. Jonathan se pencha vers elle. Dis-moi ce dont tu as besoin. L'accès, répondit-elle. Aux anciens dossiers. Aux emails. Aux comptes qu'il a dissimulés. Tout ce qu'il a volé. Jonathan hocha la tête lentement. Quand tu as disparu, il m'a nommé représentant légal. J'ai encore accès aux archives internes. Les yeux de Cassie s'embuèrent. Ses premières larmes depuis des semaines. Pourquoi tu m'aides? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Jonathan serra les dents. Parce que je suis resté silencieux, quand j'aurais dû parler. Et c'est comme ça que je répare. Elle posa sa main sur la sienne. Alors reprenons tout ce qu'il a volé. Mensonge par mensonge. Le premier coup fut discret. Un mémo anonyme arriva sur la table du conseil d'administration d'Olivier. Il mettait en lumière des anomalies dans les marges bénéficiaires de 3 clients majeurs. Ce ne sont pas des erreurs, murmura un membre du conseil. C'est de la manipulation. Dans son bureau, Olivier faisait les 100 pas. Il hurla dans le téléphone. Trouvez-moi la source. Qui fait ça? Mais les fuites continuaient. Des procès-verbaux de réunions secrètes. Des contrats trafiqués. Des virements signés au nom de Valérie. Les médias commencèrent à renifler quelque chose. Les rumeurs jaillirent. Fraude. Corruption. Investisseurs fantômes. Valérie, tremblante, le confronta un soir. On va aller en prison? Olivier, les yeux fous. Tu m'avais dit qu'on ne remonterait jamais jusqu'à nous. J'ai rien balancé, cria-t-elle. Mais tous deux savaient. Quelqu'un déshabillait leur empire, couche par couche. Cassie, depuis son bureau discret, travaillait en silence. Jonathan à ses côtés. Tu avais raison, dit-il en consultant les fichiers. Le nom de Valérie apparaît dans plusieurs autorisations de pots de vin. Si ça sort dans la presse, dit-elle calmement, elle est finie. Elle regarda Jonathan. C'est le but. Elle ne t'a pas noyé? Non. Elle m'a regardé couler. Cassie sourit. Maintenant, elle va apprendre ce que ça fait, de s'enfoncer. Jonathan la regarda longuement. Tu as changé. Je suis morte, Jonathan, répondit-elle. Et la femme qui est revenue, ne pardonne pas. Ils passèrent au prochain dossier. Un compte offshore. Relié directement au nom d'Olivier. Cassie l'envoya à un journaliste d'investigation. Laisse-le transpirer. Qu'il sache que ça vient. Qu'il ne sache ni quand, ni comment. Dehors, le tonnerre grondait dans le ciel. Jonathan murmura. Tu crois qu'ils vont deviner que c'est toi? Cassie eut un sourire glacial. Même s'ils devinent, ils ne pourront rien arrêter. Je ne joue plus avec leurs règles. Je les réécris. Olivier resta seul dans son bureau longtemps après le départ des employés. La lumière tamisée. Le silence étouffant. Il en était à son 5e verre de whisky quand sa secrétaire déposa une enveloppe sur son bureau. Aucun nom. La personne a juste dit « Urgent ». Il ouvrit l'enveloppe. Un message écrit à la main. « Viens seul. 21h Grand Orchid Lounge. Parlons de la femme que tu as offerte à la mère. » Il eut un rictus nerveux. D'abord, il jeta la lettre. Puis la reprit. Son sang se glaça. L'écriture était précise. Trop familière. Son instinct criait de l'ignorer. Mais sa culpabilité hurlait d'y aller. À 20h53, Olivier descendit de son SUV noir, rajusta sa veste et entra dans le lounge privé. L'ambiance était feutrée. Musique lente. Lumière chaude. Il demanda une cabine isolée. Mais ne vit pas la femme déjà assise dans l'ombre. Cassie. Elle était immobile, le visage à demi caché derrière un verre de vin. Son chignon strict. Son tailleur noir. Son regard glaçant. Olivier s'approcha. « C'est toi qui as envoyé? » « Assieds-toi, coupa-t-elle. Il se figea. Cette voix. Elle frappa son corps comme une gifle. Ses jambes tremblèrent tandis qu'il s'écroulait sur le fauteuil en face. « Ce n'est pas possible, balbutia-t-il. Tu croyais que j'étais morte, dit-elle calmement. Non, Olivier. J'ai juste été oubliée. Jetée. Son visage devint livide. Cassie, comment tu es encore? Elle se pencha légèrement. La mère m'a épargnée. Et je suis revenue, pour que plus rien ne le fasse. Il tendit une main, machinalement. Elle la retira. Touche-moi encore une fois,
et cette rencontre sera la dernière chose que tu vivras libre. Sa voix était calme. Mais son regard annonçait la guerre. Il chancela. Ce n'est pas réel. Tu es. Tu m'as pleuré devant des caméras. Pendant que Valérie portait mon parfum dans ma maison. Olivier baissa la tête. J'étais désespéré, je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Tu l'as planifié. Minute par minute. Et moi, maintenant, j'ai tout planifié. Elle se redressa. Je t'ai arraché tes investisseurs. J'ai mis à nu tes secrets. Je fais saigner tes murs. Ceci, mon cher mari, n'est qu'un avertissement. Le reste arrive. Il implora. Si tu te souviens encore de l'amour qu'on a eu. Cassie frappa la table de la paume. Il sursauta. Cette femme est morte, Olivier. Tu l'as tuée. Il pleura. Vraiment cette fois. On peut réparer, discuter. Tu peux pourrir. Elle se leva, ramassa son sac. Je ne cherche pas la justice des tribunaux. Je veux la justice des conséquences. Je veux te voir t'effondrer. Publiquement. Privément. Totalement. Il murmura, vaincu. Valérie ne sait pas encore, pas tout. Cassie sourit. Elle saura. Et elle te quittera. Comme tu m'as laissé. Mais cette fois, tu n'auras pas la mer pour cacher ta honte. Elle s'éloigna sans se retourner. Ce n'était pas une réunion, Olivier. C'était un avertissement. Tout ce que tu as construit avec mon sang va s'écouler, dors bien, si tu le peux. Ce matin-là, Valérie ouvrit son téléphone, encore en robe de chambre, une tasse de thé à la main. Des dizaines d'appels manqués. Des emails. Des messages. Et un hashtag en tête des tendances. Hashtag le retour de la veuve. Elle cliqua sur le lien, les doigts tremblants. Un article explosif s'afficha. Cassie Holland, présumée morte, aperçue vivante au Grand Orchid Lounge. Photo exclusive. L'image était floue, mais indiscutable. Olivier, assis face à une femme dont le visage était clairement celui de Cassie. Valérie lâcha le téléphone. Son souffle devint court. Elle descendit les escaliers en courant, pieds nus, criant. Olivier. Olivier. Il était dans le bureau. Figé. La même photo s'affichait sur son écran. Elle est revenue, dit-il d'une voix vide. Valérie éclata. Tu avais dit qu'elle était morte. Tu avais dit qu'on était libre. Il tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux étaient cernés. Vides. Elle veut se venger, murmura-t-il. Et elle ne reviendra pas discrètement. Valérie chancela. On l'a enterrée. On l'a. Oh mon Dieu. Elle se mit à pleurer, marchant de long en large, tirant sur ses cheveux. Elle va nous tuer? Hein? Elle va nous tuer? Olivier voulut l'approcher. Ne me touche pas, hurla-t-elle. Tu m'avais promis qu'elle ne reviendrait jamais. Tu m'as faite complice d'un meurtre. On a fait ce qu'on devait faire, balbutia-t-il. Non, Olivier. Tu as fait ce que tu voulais. Moi, je t'ai suivi parce que je t'aimais. Elle s'enferma dans la salle de bain. Ses sanglots résonnaient contre les murs. Je la vois partout, sanglota-t-elle. Dans mes rêves. Dans les miroirs. Elle est là. Olivier colla son front contre la porte. On doit rester intelligent. Si elle est là, on peut la contrôler, on peut. Mais la voix de Valérie le coupa, glaciale, à travers la porte. Tu crois encore que c'est un problème à résoudre? Elle ne veut pas ton entreprise, Olivier. Elle veut ton âme. Et pendant qu'elle glissait au sol, recroquevillée, le visage noyé de larmes, elle comprit. Cassie n'était pas venue pour discuter. Elle était venue pour terminer. Le lendemain matin, au cœur du calme matinal de Lagos, un coup frappé à la porte principale fit trembler toute la villa d'Olivier et Valérie. Monsieur Olivier Holland, ouvrez immédiatement. Ici la police fédérale du Nigeria. Olivier se redressa brusquement depuis le bureau, livide. Valérie, en bas, lâcha sa tasse de café qui se brisa au sol. Qu'est-ce que tu as encore fait? Cria-t-elle, les yeux remplis d'horreur. Il recula, le souffle court. Ils ne peuvent pas me prendre? Mais le marteau sur la porte se fit plus violent. Nous avons un mandat d'arrêt pour tentative de meurtre, fraude financière, falsification de documents et obstruction à la justice. Valérie blêmit. Tentative de meurtre? Tu n'as pas juste laissé tomber Cassie? Tu l'as planifié? Dis-le-moi. Hurla-t-elle, les mains tremblantes. Il ne répondit pas. Et ce silence fut plus accusateur que n'importe quelle preuve. Quand la porte céda, des policiers armés entrèrent. Olivier tenta de résister. Des documents volèrent, des cris fusèrent. Mais en quelques secondes, il était menotté, la tête baissée. Dehors, les caméras de télévision attendaient. Les journalistes criaient. Les flashs éclataient. Cassie regardait la scène, depuis la fenêtre de son appartement.
Eliane endormie dans ses bras. Elle ne sourit pas. Il n'y avait aucune joie dans cette image. Juste, la fin d'un cycle. Un coup à sa propre porte la fit sursauter. C'était Jonathan, un dossier en main. C'est terminé. Tu es officiellement blanchi. Et le tribunal t'a rendu propriétaire légal de ton entreprise. Cassie hocha la tête. Bien. Mais je ne reprends pas juste ce qui m'appartient. Je reconstruis ma vie. Pour moi. Pour lui. Elle regarda Eliane dormir, le cœur lourd d'amour et de promesses. Ils m'ont volé 3 ans. Mais moi, je vais lui offrir une vie entière. Pendant ce temps, dans une cellule glaciale du commissariat central, Valérie était interrogée. Son visage n'était plus que l'ombre de ce qu'il fut. « Vous reconnaissez avoir aidé M. Hollan à dissimuler une tentative de meurtre » demanda l'enquêteur. Valérie baissa les yeux. Au début, je croyais que c'était un accident. Mais quand il ne pleura pas, quand il passa à autre chose, j'ai su. Il ne l'avait pas perdu. Il l'avait effacé. L'enquêteur la fixait. « Et vous avez aidé à maquiller sa disparition » ? « Oui, murmura-t-elle. Je l'ai regardé brûler ses vêtements. Signer des papiers faux. Faire d'elle un fantôme. Elle inspira profondément, les larmes coulant enfin. Je n'étais pas sa complice. J'étais sa prisonnière. Et maintenant, je vois Cassie partout. Elle se tue. Puis ajouta. Pas parce qu'elle est vivante. Mais parce qu'elle gagne. Valérie fut transférée dans un centre psychiatrique pour évaluation. Sa déclaration, publiée dans les médias, fit l'effet d'une bombe. Quelques semaines plus tard, le conseil d'administration d'Hollan Entreprises se réunit d'urgence. Et dans un silence solennel, Cassie entra dans la salle. Un tailleur blanc. Son fils à la main. Et Jonathan juste derrière elle. Elle déposa un épais dossier sur la table du président. Depuis ce matin, la justice m'a rétablie comme fondatrice légale et unique héritière de cette entreprise. Je viens reprendre ce que j'ai bâti. Un membre osa demander. Et si on refuse ? Elle le regarda droit dans les yeux. Alors vos noms figureront dans la prochaine série de preuves. Faites le bon choix. Elle s'assit en bout de table. Son fils se mit à colorier. Et elle ouvrit les rapports de projection financière. Cette entreprise a assez saigné. Vous l'avez confiée à un homme qui a voulu me tuer. Maintenant, c'est fini. C'est moi qui la ressuscite. Et dans ce silence plein de respect, elle reprit ce qui lui revenait. Non par vengeance, mais par justice. Ce soir-là, alors que le ciel de Lagos s'illuminait, Cassie et Eliane montèrent au dernier étage du bâtiment. Il la regarda avec ses grands yeux doux. « Maman, c'est ta maison maintenant ?» Elle sourit. « Non, mon cœur. Elle l'a toujours été. Il l'avait juste oublié. » Et au fond d'une cellule, seul et oublié, Olivier reçut une lettre. Une simple feuille. Écrite de la main de Cassie. « Tu m'as jadis écrit des lettres d'amour. Maintenant tu signes des aveux de lâcheté. Ce sera la dernière chose que tu recevras de moi. Pas parce que je te hais. Mais parce que je n'ai plus besoin d'être comprise. Par un homme qui m'a jeté à l'océan. Signé, Cassie. Celle qui a survécu. Pas toi. Olivier lut. Encore. Encore. Mais aucune issue. Aucune pitié. Seulement le silence. Celui qu'il avait laissé derrière lui. Et cette fois, c'est lui que le monde avait oublié. Des mois s'étaient écoulés. Et dans une salle d'événements surplombant les lumières dorées de Lagos, un groupe d'invités spécial se tenait réuni. Avocate, chef d'entreprise, militante, mère, toutes venues écouter Cassie Hollan, non comme une victime, mais comme une visionnaire. Elle se tenait au centre de la pièce, élégante dans une robe émeraude. Ses boucles retombaient en cascade sur ses épaules. Ses paroles étaient calmes, mais puissantes. Ceci, dit-elle en levant un dossier, n'est pas juste une histoire de survie. C'est la preuve que le silence ne protège pas. Le pouvoir, oui. Et parfois, on doit le rebâtir à partir des cendres. Dans l'assistance, Eliane applaudit avec innocence. Cassie se tourna vers lui, émue. « Tout ce que je fais, souffla-t-elle, c'est pour que tu n'aies jamais à te demander ce que signifie la force. » Il leva les yeux vers elle et dit. « Tu ressembles à une reine, maman. » Plus tard, alors que les journalistes la sollicitaient, elle déclina poliment. Sa voix n'appartenait plus aux caméras, mais aux causes qu'elle choisissait. Elle avait fondé une organisation de mentorat pour les femmes ayant connu la trahison et la perte. Pas une œuvre de charité. Une communauté d'armes. Nous ne collectons pas des larmes, dit-elle à une jeune femme en pleurs. Nous collectons des outils, des stratégies, et la vérité. Avant de partir, Jonathan l'accompagna jusqu'à sa voiture. Tu n'as pas juste repris ta place, dit-il. Tu as réécrit ton histoire. Cassie lui serra la main. Parce que je refusais qu'on la définisse pour moi. Puis, plus doucement. Merci, Jonathan.
Tu ne m'as pas seulement aidé à gagner. Tu m'as aidé à me rappeler que j'en valais la peine. 3 ans, jour pour jour, après le jour où elle avait été poussée à l'eau. Cassie retourna sur ce quai. Habillée de blanc. La main d'Eliane fermement ancrée dans la sienne. C'est ici que c'est arrivé? Demanda-t-il. Oui, répondit-elle. Mais ce lieu ne me possède plus. Il fixa l'océan, pensif. Est-ce que la mer te fait encore peur? Elle s'agenouilla. Non, mon ange. Elle a voulu me prendre, mais à la place, elle m'a enseigné. Quoi donc? Demanda-t-il, curieux. Elle sourit. Que se noyer n'est pas une fin. C'est une pause avant de remonter. Elle laissa tomber à la mer une petite sculpture en bois qu'ils avaient fabriquée ensemble. Une offrande. Un symbole de liberté. L'eau l'emporta doucement. Cassie se releva. Allons-y. Il n'y a plus rien pour nous ici. Ils s'éloignèrent. Et le monde qui avait tenté de l'enterrer ne vit plus une victime. Mais une mère. Une guerrière. Et une légende. Car la mère ne l'avait pas prise. Elle l'avait baptisée. Morale de l'histoire. La vraie force ne réside pas seulement dans le fait de survivre, mais dans la manière dont on renaît après la trahison. Tu peux être blessé. On peut te trahir. On peut même essayer de t'effacer. Mais tant que tu respires, tu peux reprendre ce qui t'appartient. Avec grâce, dignité et vérité. Car ceux qui conspirent dans l'ombre peuvent gagner un moment. Mais la vérité, comme la mer, revient toujours. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez-nous vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez et abonnez, et partagez l'histoire à vos proches. À bientôt!